On arrive à Bichin. Ce petit hameau, dont on aperçoit une maison à gauche, est dans un vallon tellement rempli d'arbres qu'on croirait voir un bois de haute futaie. Vis-à-vis, à droite, il y a une cruée. Après avoir passé sur une arche, on monte en passant devant la cruée et la chapelle de Notre-Dame de Pitié, qui est entourée de murs et décorée d'un petit parterre en face. Après cette chapelle et le chemin du hameau à gauche, on trouve celui qui conduit à Saint-Aignan, village à une lieue au midi à droite. À gauche, une maison de Bichin, après laquelle il y a des vignes, qui bordent les deux côtés de la route, qui est plantée de noyers à droite. Arrivé en haut, on remarque la grande quantité de peupliers qu'il y a dans le bas à gauche, et à droite, les arbres fruitiers qui remplissent la campagne. On voit bien Bichin dans le fond, à gauche, étant au haut. On laisse un chemin à gauche, et un à droite, avec un petit jardin à l'angle. On voit Barbet, au-delà des arbres, et au-dessus, le moulin de Mizy, à sa droite. On entre sur l'élection de Sens. Descendez une côte rapide en arrivant à Villeneuve-la-Guillard. Villeneuve-la-Guillard, gros bourg du Sénenoué en Champagne, diocèse et élection de Sens, parlement et intendance de Paris, etc. Il est situé aux confins du Gâtinoué françois, sur la route de Paris à Lyon, à 2 lieues et demie au sud-est de Montereau, à 3 lieues au couchant d'été de Pont-sur-Yonne et à 6 au nord-ouest de Sens. L'église paroissiale est dédiée à Saint-Germain et la cure à la collation du supérieur de la congrégation de la mission. On estime la sonnerie de cette église. Les principales auberges de cet endroit sont Saint-Michel, l'Étoile, la Souche, Saint-Nicolas, la Cruée Blanche, etc. Le commerce principal des habitants consiste en vin et en fruits qu'ils recueillent aux environs. Le marché s'y tient le lundi et une foire à la Saint-Louis. Traversant Villeneuve, on passe devant la poste aux chevaux et aux lettres qui sont à droite. Ensuite, c'est l'Étoile, à gauche, et la Souche, très forte auberge. Après la paroisse, que l'on voit du même côté, on passe sur une arche, dont les eaux qui coulent dessous descendent de Saint-Aignan, éloigné d'1 lieue. Quittant les jardins bordés de haies, on trouve la 46e borne militaire, dite Ouez, avant le dernier. De là, on aperçoit Chaumont, à droite de la route. Après cette borne, la vue est bornée à droite par la côte de Vigne, et à gauche, par de beaux peupliers qu'on prend droit pour un bouet. Côtoyant ces peupliers, on passe devant une belle cruée de fer plantée en 1754. La route est unie depuis Villeneuve. Quittant un bouet à gauche, on remarque une prairie bordée de peupliers à gauche, et à droite, le clocher de Villeblevin dans la gorge. Un peu plus loin, on trouve une allée de noyers, à droite, de laquelle on aperçoit, au haut du vallon, les bois de Saint-Aignan, et à sa droite, le moulin à vent, à travers des noyers. Arrivé au chemin de Villeblevin, dont on voit le clocher qui est une tour carrée couronnée d'un dôme, on remarque à gauche les maisons de la Chapelotte, des prés et des arbres. Le village de Mizy est derrière, sur le bord septentrional de la Seine. Après avoir passé sur une arche et avoir égayé sa vue sur les vignes et les coteaux à droite, et à gauche, sur des prés remplis d'arbres, bouets, etc., on trouve le numéro 47. De là, on remarque l'extrémité de la chaîne qui sépare Lyon de la Seine, sur le sommet de laquelle il y a le moulin de Mizy, dont on voit le village au bas. Il y a un bouet à gauche, à 150 toises de la route. Un peu plus loin, on trouve un chemin planté de noyers à sa gauche. Il conduit au hameau de Guerjus, que l'on voit sur une petite éminence couverte de vignes. Arrivé sur une arche, on admire le village et le château de Chaumont. Sa situation, à l'extrémité d'un coteau qui a sa pente au nord, lui donne la vue sur la grande route et sur une belle plaine remplie d'arbres, de bouets, de prés et fertilisée par Lyon. Le château est augmenté depuis peu de 2 pavillons. Descendant une pente douce, on remarque à droite la côte remplie de vignes, le parc et les 2 moulins de Chaumont. Arrivé au bas, on traverse des plantations en laissant le chemin de Chaumont à droite et un à gauche. Tournant à droite, on voit au coude la 48e borne militaire. Continuant la route,
La vue est bornée à droite par une côte de vignes et à gauche par des peupliers qui sont parsemés dans la plaine fertile en blé, fourrage, etc. La plaine, à droite, est couverte de noyers. Après avoir remarqué une superbe plantation de peupliers, à gauche, et un moulin à vent, à droite, sur la côte, on arrive aux premières maisons de Champigny. Il n'y a que 3 maisons de ce village sur la route. Entre les deux qui sont à gauche, il y a un chemin qui va à la Tuilerie, et un autre à droite qui conduit au village de Champigny. Un peu après ces maisons, on trouve le grand chemin du château de Champigny, qui passe le long du mur. Il est direct au moulin. Champigny, gros village du diocèse et de l'élection de Sens, douait son opulence aux soins et aux bontés de monsieur et de madame la marquise de Bernage, qui y ont établi une manufacture et une filature de coton, à l'instar de celle que monsieur de Truden a élevée à Montigny-l'Ankou. Ils n'ont eu d'autre vue dans cet établissement que de procurer l'abondance à leurs vassaux et dans les environs. La situation de leur château est accompagnée de jardins et d'un parc très bien percé. Il est entouré d'un mur, à l'angle duquel il y a un pavillon. Le parterre est en face du château qui donne sur la grande route. L'église est bâtie en croix, et à la gauche et derrière le château. Le chemin de Champigny passé, on se trouve un peu plus loin, vis-à-vis la fin du parc, après lequel on aperçoit, sur la côte, les maisons de la Ruelle, hameau qui fait partie du village de Champigny. Remarquant à gauche des petits bouets et des plantations, on trouve le numéro 49, après lequel il y a un chemin qui côtoie une plantation. Il va à la Tuilerie. La campagne est remplie d'arbres à gauche, et la côte de Beaumont couverte de vignes à droite. Un peu plus loin, on trouve le chemin qui conduit au hameau de ce nom, que l'on voit sur la hauteur. Il dépend de Champigny. Arrivés à la chapelle, traversant ce hameau qui a 700 pas de long, on remarque des jardins à gauche et à droite entre les maisons. Sortant du hameau, la vue se porte à droite sur la chapelle Feu Païen, qui est seule au bas de la côte, et sur un moulin placé au milieu d'une vigne, au-delà duquel on aperçoit la ferme de Tursault. Regardant à gauche, le coup d'œil est agréable. On voit le village de Vinneuf parmi les arbres, le long d'un coteau de vigne, qui a sa pente au midi, et des carrières de craie à sa gauche. Un peu plus loin, on voit à droite la ferme, les bois de Châtillon et ceux de Champigny qui bornent l'horizon. Quelques toises après, on se trouve vis-à-vis une gorge à droite qui est remplie d'arbres et de vignes. De là, on admire la plus jolie plaine et la plus fertile du monde. Arrivé au numéro 50, on aperçoit, à gauche, la droite d'une plantation, le château de Cerbonne, au-delà de la plaine, au bas d'un coteau de vigne. Un peu plus loin, on se trouve vis-à-vis le village de Courlon et son moulin, que l'on voit à gauche, le long de la côte, sur laquelle il y a des tertres couverts de bouées, et c'est la chaîne dont on a parlé. La plaine, qui est dépouillée de toutes les plantations qu'on a remarquées l'espace de 4 lieues, fait qu'on jouit d'un coup d'œil très agréable. La vue n'est bornée au levant et au septentrion que par la chaîne sur laquelle on aperçoit Cergine et ses moulins, et plus loin, Plessis-Saint-Jean, Pailly, Vertilly, etc. À droite de la route, on voit le village de Villomanoche, avec son église et quelques maisons sur la côte. Il y a une cruée et un chemin à droite, le pied de la côte touche à la route. Arrivés à Villomanoche, traversant ce petit village qui n'a qu'une auberge à gauche, on voit l'église à droite sur la côte. Après le village, on passe sur une arche. Les eaux qui y coulent dans le temps des orages descendent du vallon, qui prend naissance à la ferme et au bois de Châtillon. L'entrée de ce vallon est remplie de quantité de maisons de Villomanoche, à la droite desquelles on aperçoit un tertre où étouait anciennement un moulin à vent. Le coteau est couvert de vignes. Quittant l'arche, on tourne à droite en laissant un chemin du même côté, et en remarquant une côte de vignes. Un peu plus loin, on se trouve à la 51e borne militaire plantée à côté d'une crouée. De là, on voit à gauche, précisément au nord, le village de Cerbonne, et au-delà et sur le bord septentrional de la rivière Dionne, au bas d'un coteau couvert de vignes qui a sa pente au midi. Monsieur Dinvaux a fait démeubler les appartements du château, qui est un gros bâtiment carré, très ancien, flanqué de 4 tours carrées. Il est entouré de murs. Le parc est considérable, accompagné de belles avenues, auprès duquel il y a une grosse ferme.
l'église est derrière le château. Il y a une blanchisserie à Cerbonne. À la gauche de ce village, on voit, au pied de la côte remplie de vignes, le hameau de Bachy, avec le village et le moulin de Courlon en forme d'amphithéâtre, le long de la même côte de vignes. La seigneurie appartient à monsieur de Mortemart. Les bouées et le tertre de Troncy sont au-dessus avec des moulins. Regardant dans le vallon, qui est à la droite de Cerbonne, on aperçoit à une lieue le bourg de Cergine. Il est situé à mi-côte, sur la route de Bray-sur-Seine à Sens, dont il est éloigné de 4 lieues. C'est près de ce lieu que fut tué saint Paterne, moine de Saint-Pierre-le-Vif, le 12 novembre l'an 726, ce qui a donné lieu à l'établissement du prieuré de son nom. Il y a une foire le 25 mai à Cergine et un marché le mardi. À la droite de Cerbonne, on voit sur la rive droite de la Seine la grosse ferme de Sixte, avec 2 chapelles, celle de Saint-Pierre et celle de Saint-Sulpice. Cette dernière était autrefois plus considérable, avec une grande place en face de la porte. La rivière qui va se heurter à cet endroit a mangé la place, et de là, les 3/4 de la chapelle sont tombés dans l'eau. Dans ce qu'il y reste, on y dit la messe tous les vendredis. La ferme de Sixte était autrefois un couvent des bénédictins, de même qu'à la cour Notre-Dame, petite chapelle que l'on voit au milieu de la plaine, à la droite de Sixte, et où l'on dit la messe 2 fois la semaine. Au-delà de Sixte, on aperçoit, parmi les arbres, le village de Michéry, etc. Étant au haut de la petite côte, on remarque une avenue de noyers à gauche et l'élévation de la grande route. De là, on découvre au-dessus de ponts, à l'horizon, les ruines de l'ermitage Saint-Germain, à la droite des bouées de la Pommeraye, et en deçà de ceux du chapitre. Quittant l'avenue, on voit bien Michery à gauche, et plus loin Cergine, avec ses 2 moulins sur la hauteur. Descendant une pente douce, on quitte la côte de vignes qui s'éloigne, quelques toises plus loin. On remarque un beau vallon à droite, dont les coteaux sont couverts de vignes, et plus loin, la côte des Tuisseaux, sur laquelle il y a une tuilerie et un four à chaux, près le bois de Châtillon. Arrivé à la chapelle Saint-Jacques, elle est située à droite, après laquelle il y a des vignes, avec un moulin à vent au-dessus, nouvellement bâti. Et à gauche, une belle allée de noyers dans la plaine. Un peu plus loin, on passe devant une crouée plantée, à gauche de laquelle on aperçoit un port chargé de tuiles qu'on embarque pour Paris. À droite, on remarque un chemin qui côtoie les anciens murs de la ville de Pont. Il va au moulin et au village de Saint-Sérotin, en passant devant un calvaire. Arrivé à Pont-sur-Yonne, petite ville du Gâtinais français, au gouvernement général de l'Isle de France, sur la frontière du Sénenoué, en Champagne, diocèse de Sens, élection de Nemours, parlement et intendance de Paris. C'est le siège d'une prévôté royale, du ressort de Nemours, la résidence d'une brigade de maréchaussée, etc. Elle est située sur le bord occidental de l'Yonne, au pied d'une côte couverte de vignes qui a sa pente au levant. Pont n'a qu'une paroisse, composée d'environ 300 feux. L'église est dédiée à Notre-Dame. Le curé n'est regardé que comme le desservant du chapitre de Sens, qui partage les droits de seigneur avec son Altesse Sérénissime Monseigneur le duc d'Orléans. Les chanoines perçoivent la dîme et la moitié des droits de rivière. Depuis peu, on a rétabli la flèche de l'église qu'un coup de vent avouait jeter par terre. Il y a un bureau de poste à Pont. Le commerce de Pont est peu de choses. Il consiste en vin, briques, tuiles, etc. Le marché s'y tient le jeudi, une foire le lendemain des cendres, le 16 août et à la Saint-Crépin. Traversant la ville de Pont, on passe devant l'hôtel de la Diligence de Lyon, qu'on laisse à droite, grosse et forte auberge, après laquelle on tourne à droite en passant devant l'église, vis-à-vis laquelle on remarque à gauche la 52e borne militaire plantée devant la fenêtre de la maison d'un particulier. Quittant l'église, on tourne à gauche en passant sur un pont. Sortant de la ville, on prend à droite pour aller passer sur un pont de 7 arches, dont 2 sont à remarquer. Il est bâti sur l'Yonne.
La chapelle qu'on voyait à gauche, dans la ville, c'est Sainte-Véronique. Le pont passé, on prend à droite en laissant la route neuve de Bray à gauche, qui est large, belle et bien dressée, directement au nord. On voit à sa gauche Sixte, Sorbonne, etc. À sa droite, le clocher de Michery, et plus loin, les trois moulins de Cergine, vis-à-vis un arbre. Descendant une pente douce, on côtoie le parapet qui règne le long de la rivière à droite, en passant devant les maisons du faubourg du Pont à gauche, parmi lesquelles il y a plusieurs auberges où s'arrêtent les rouliers, etc. Les Troé-Roé et la Couronne sont les plus fortes. Le faubourg passé, on remarque à droite, au-delà de la rivière, une tuilerie considérable au pied de la côte, qu'on a toujours côtoyée depuis l'obélisque de la Reine. Elle a sa pente au levant. Un peu plus loin, on passe devant une croix en quittant le pavé. Elle est plantée à droite. La plaine à gauche est fertilisée par la petite rivière d'Oreuse qui prend sa source à Torigny, sur la branche qui sépare la Seine de la Vanne. Elle est bordée de peupliers. Le bouet de la Pommeraye est plus loin, sur la côte, et à sa droite, l'ancien ermitage avec les bouées du chapitre. On est vis-à-vis Beaujeu. Petite maison, à droite, au-delà et sur le bord de la rivière d'Yonne, au pied d'une côte stérile et très rapide. Après une plantation à gauche, on trouve la 53e borne militaire, après laquelle on arrive à l'avenue du village et du château de Gizy. Il y en a une autre à droite qui fait le parallèle. Elle va aboutir à la rivière. Le château de Gizy est noble et très bien situé, au milieu d'une plaine fertile en blé, et Monsieur d'Invaux n'épargne rien pour l'embellissement de ce joli séjour. La vue est immense et très variée. Au midi, on découvre la ville de Sens, etc. Au nord et au nord-ouest, Pont, Cerbonne, Courlon, Vinneuf, etc. Quittant l'avenue, on aperçoit l'église et le château de Gizy à gauche, et à droite de la route, les clochers de la ville de Sens. La plaine est remplie de plantations de peupliers des deux côtés de la route. Arrivé sur une arche, où passe quelquefois une partie des eaux du moulin de Gizy, on admire de belles plantations d'arbres, et plus loin, on voit un vallon où coule l'Oreuse, sur laquelle il y a la Pommeraye, ancien couvent de filles. Au-dessus, la chapelle Saint-Martin, gros village. La commanderie de Lanouée, Fleurigny, etc. L'arche passée, on prend à droite en côtoyant la rivière. On aperçoit, au-delà de l'eau, à l'entrée d'une gorge, le village de Villepérault, et plus loin, sur la côte, le hameau de Mirmy, parmi les arbres. Étant vis-à-vis l'église de Villepérault, qui s'élève au milieu du village, on remarque une belle prairie entre le village et la rivière qui touche à la route. Arrivés au numéro 54, la borne passée, on tourne à gauche en admirant les variétés d'une plaine charmante à gauche, au milieu de laquelle on aperçoit le village d'Évry, parmi les arbres, avec l'ancien ermitage au-dessus. Évry a une prévôté seigneuriale qui relève de Sens. Il y a 36 feux. Le chapitre de Sens est seigneur et collateur de ce village. Un peu plus loin, on trouve le chemin de Cuy, village situé pareillement dans la plaine, à la droite et au midi d'Évry. Après avoir passé sur une arche, on remarque le village de Villenavotte, sur un tertre couvert de vignes, au bas duquel coule le Lyonne. Il y a un pont où l'on embarque des tuiles, etc., qui descendent des environs du village de Saint-Sérotin, éloigné d'une lieue, il est situé à la naissance du vallon. Arrivé au numéro 55, cette borne passée, on trouve la demi-lune et la nouvelle route qui conduit au beau château de Nolon, nouvellement bâti. Elle n'était pas encore plantée en 1779. Monsieur le cardinal de Luynes n'a rien épargné pour faire de ce château un séjour délicieux, digne de ce prélat et de ses successeurs. Le bâtiment est considérable, les parterres, jardins, parcs, tout y est bien entretenu et d'un bon goût. Il est éloigné à 7 à 800 toises au levant de la route et à 1 lieue et demie au nord de Sens. À droite de Nolon, on aperçoit le gros village de Soucy, au bas d'une côte, sur la petite rivière de Voisine.
Ce lieu a donné naissance à Jean Cousin, qui a peint les vitraux de la cathédrale de Sens. La gorge plus loin est remplie de hameaux et de fermes. Le bouet de Montard est à l'extrémité de la côte, à la droite de Soucy, et ceux du chapitre à sa gauche. Étant au chemin et vis-à-vis les Granchettes, hameaux à gauche, sur la voisine, on vouait Jouancy, et plus loin Soucy, à droite. La vue est toujours bornée par une côte couverte de vignes et couronnée de bouets. Avec un vallon rempli d'arbres, la rivière s'approche de la route. Un peu plus loin, on passe sur une arche, sous laquelle coulent les eaux de la voisine. Et ensuite, devant la 56e borne militaire, en remarquant à droite une grande quantité d'arbres et de saules, en deçà du village de Courtoué, que l'on vouait, au-delà de Lyon, à l'entrée d'un vallon où coule un petit ruisseau qui fait tourner un moulin, Nailly, et plus loin, avec le château ou le fief de Bois-le-Rouet, on en vouait les maisons. La baronnie de Nailly a un bailliage, dont l'audience se tient le samedi, à 1 heure de relevée, au bout des ponts d'Yonne, aux 4 bornes qui limitent la baronnie. Côtoyant la rivière, on remarque de jolies maisons à droite, parmi de beaux peupliers, au-delà de Lyon, qui touchent la route. Il y a une maison à 30 touées à gauche. On voit Soucy plus loin, dans la gorge. Arrivés à Saint-Denis, traversant ce petit village, on trouve une petite église à gauche, bâtie au milieu d'un petit cimetière, et à droite, un jardin et une petite auberge. Après l'église, il y a une médiocre auberge, une ferme et des maisons à droite. Quelques touées après, on remarque 2 fermes à droite, éloignées de 30 touées environ de la route. Regardant à droite, on aperçoit plusieurs hameaux à la naissance du vallon, et à gauche, la ferme des Popelins, au milieu de la plaine. Et plus loin, entre 2 bouets, à l'horizon, le hameau Duré, parmi les arbres. Après une arche et un fossé à gauche, on arrive à Sainte-Colombe-les-Sens. C'est une abbaye commandataire de l'ordre de Saint-Benoît, congrégation de Saint-Maur. Elle est située entre la grande route de Paris et la rivière d'Yonne. Les bâtiments en sont considérables et très propres. Ils sont précédés d'un parterre entouré d'un fossé planté de 2 rangées de tilleuls revêtus de haies vives, décorés d'un cabinet de charmilles et d'un canal rempli par les eaux qui descendent de Fontaine-la-Gaillarde. Ces allées de tilleuls règnent le long de la route. Le numéro 57 est vis-à-vis la grille de l'abbaye, à gauche. Il y a un bailliage dont les audiences se tiennent les mercredis et vendredis, 2 heures de relevée. Après l'abbaye est une vigne entourée de fossés. On laisse un chemin à droite. Saint-Clément est vis-à-vis à gauche, à un demi-quart de lieue, et on voit à droite, au-delà de la rivière, le village et le clocher de Saint-Martin-du-Tertre, au-dessus des rochers, au pied desquels il y a des carrières. Un peu avant Sens, on voit l'église de l'ancienne abbaye de Saint-Antoine. Saligny est au-delà, dans la gorge, au bas des bouées de Saint-Pierre. Arrivé au faubourg Saint-Didier. Entrant dans ce faubourg, on passe devant une jolie maison bourgeoise à droite, en laissant un enclos bordé de peupliers à gauche, après lequel on côtoie un mur en tournant ensuite à droite et en remarquant la paroisse Saint-Didier. Le faubourg passé, on se trouve sur une belle esplanade plantée d'arbres, dans laquelle on voit, à droite, l'église de Saint-Maurice, dans une isle de Lyon. À gauche, c'est une belle place bien plantée, où l'on joue au batouère. Les boulevards font le tour de la ville. Entrez dans la ville de Sens par la porte Saint-Didier. Description. Sens, ville archiépiscopale et capitale du Sénonoué, en Champagne, sur le bord oriental de la rivière d'Yonne, vis-à-vis l'isle de Saint-Maurice, qui renferme un faubourg, au confluent de la rivière de Vannes, à 28 lieues et demie au sud-ouest de Paris, à 16 au couchant de Troyes, à 8 presque au nord de Joigny, à 6 au nord-ouest de Serres, à 12 au levant d'été de Montargis. Longitude orientale 0 degrés 56 minutes 58 secondes. Latitude 48 degrés 11 minutes 56 secondes. Cette ville forme une espèce d'ovale qui présente ses extrémités du levant au couchant, dans une plaine aussi fertile qu'agréable.
Son enceinte est d'environ 1340 toises. On ne doute point de l'antiquité de la ville de Sens, puisqu'elle est touée déjà fort célèbre du temps de César. En 1735, on y a trouvé cette inscription, Vesta Mater, qui prouve qu'il y avouait autrefois un temple de Vesta. On vouait, par d'autres indices, qu'il y avouait eu un temple en l'honneur d'Auguste, des prêtres, pour faire l'office, qui avouait donner des spectacles au peuple, et qui avouait passer par toutes les charges de la ville. On vouait, encore aujourd'hui, des vestiges d'une espèce d'amphithéâtre où les spectacles ont dû être représentés. Il y a encore bien des monouées que Charlemagne et sa postérité y ont fait battre. Sens est le siège d'un présidial, d'un bailliage, d'une maréchaussée, d'une élection, d'un grenier à sel, d'une juridiction, consulaire, d'une subdélégation, etc. Il y a un hôtel de ville depuis le règne de Louis XI, qui, ayant eu égard à la fidélité des habitants, leur permit, en 1474, d'élire un maire, 4 échevins, un procureur et un greffier. L'archevêché de Sens est un des grands du royaume. Il est divisé en 5 archidiaconés et subdivisé en 13 doyennés ruraux. L'archidiaconé de Sens comprend le doyenné de la ville et banlieue de Sens, ceux de la rivière de Vannes, de Saint-Florentin, de Marolles, de Trenel et celui de Courtenay. L'archidiaconé du Gâtinoué a le doyenné de Milly, de Ferrières et du Gâtinoué. L'archidiaconé de Melun renferme le doyenné de Melun et celui de Montereau. L'archidiaconé de Provins et celui d'Étampes n'ont que les doyennés de leur nom. Le diocèse renferme 19 abbayes d'hommes, dont 7 de l'ordre de Cîteaux, 6 de bénédictins, 3 de l'ordre de Saint-Augustin et 2 de Prémontré, 2 abbayes de filles, ordre de Cîteaux, et 2 ordres de Saint-Benoît, 12 collégiales, sans y comprendre le chapitre de Sens et celui de Saint-Laurent, qui a 7 canonicats, dont 6 sont à la nomination de l'archevêque, et le 7e à la collation du chapitre métropolitain. 767 paroisses, 29 succursales, etc. Depuis Anzégis, qui s'y est joué en 885, l'archevêque prend le titre de vicomte de Sens, de primat des Gaules et de Germanie. On compte depuis Saint Savinien, premier prélat de Sens, qui fut martyrisé le 31 décembre 240, 104 archevêques, dont 18 sont reconnus saints et 8 ont été cardinaux, y compris Paul d'Albert de Luynes, archevêque régnant, un des 40 de l'Académie françoise, etc. Dans le nombre de ces cardinaux sont Louis II de Bourbon et Pierre Roger, depuis pape, sous le nom de Clément VI. L'archevêque de Sens n'a pour suffragants que les évêques de Troyes, d'Auxerre et de Nevers, parce que les diocèses de Paris, de Meaux, de Chartres, d'Orléans et d'Auxerre ont été démembrés lors de l'érection de l'évêché de Paris en archevêché, mais pour l'indemniser de ce démembrement, on a uni à son archevêché l'abbaye du Mont-Saint-Martin en Picardie. Cette union a été faite à la charge que toutes les fouets, que le siège archiépiscopal sera vacant, le chapitre aura 1 année de revenus de cette abbaye, pour l'indemniser du profit qu'il terrouait des suffragants qui ne sont plus de cette métropole. Sur cette annate, l'archidiacre de Sens a droit de prendre 1000 livres pour le dédommager du droit d'un marque d'or que les évêques suffragants lui payaient lorsqu'ils les mettaient en possession de leurs sièges épiscopaux. C'est aussi lui qui met l'archevêque lui-même et les abbés de son archidiaconé en possession, etc. Il a pour cela un marque d'or pour chacun des actes d'intronisation et 2 marques d'argent pour les chanoines qui lui servent de témoins. Il a encore le droit d'avoir un official et une juridiction permanente et non pas transitoire, ce qui est très ancien et très singulier. L'archevêque de Sens a 10 vicaires généraux, 2 aumôniers et secrétaires. Le chapitre de l'église métropolitaine de Sens est composé d'un archidiacre, d'un trésorier, d'un doyen, d'un préchantre,
d'un cellerier, de 4 archidiacres persona, de 24 prébendes et de plusieurs chanoines honoraires, du nombre desquels sont monsieur de Montmorency-Laval, évêque de Metz, monsieur de Talaru de Chalmazel, évêque de Coutances, monsieur de Mercy, évêque de Luçon, monsieur de Livry, évêque de Calignic, monsieur l'abbé de Breteuil, etc. Outre les 24 prébendes, il y a 14 semi-prébendes qui ont titre et rang de chanoines et de sens. Ils ont voué, active et passive au chapitre, et sont à la nomination du chapitre de sens. Ils sont destinés aux enfants de chœur ou à ceux qui ont servi à la métropole en qualité d'habitués. Ils ne peuvent être résignés. De ces demi-prébendes, l'autel de Notre-Dame en a 4. Celui de la Magdeleine dans le Trésor en a 2, dont une est la collation du trésorier de l'église de Sens. Celui de Saint-Jean en a 4. Celui de Saint-Pierre et de Saint-Paul, 4 aussi. Il y a en outre 2 hauts vicaires à la nomination du chapitre, 42 chapelains, 16 vicaires et 8 enfants de chœur. L'église métropolitaine de Sens jouit du privilège de la garde gardienne. Il consiste en ce que tous les chanoines du chapitre peuvent porter au bailliage de Sens leurs affaires, même personnelles, nées dans le diocèse, et au bailliage prochain, les affaires nées hors du diocèse, du drouet, de comitimus, aux requêtes, du palais ou de l'hôtel. Mais ce n'est que pour les affaires, qui concernent la manse du chapitre et les biens capitulaires. Le troisième est de porter la robe rouge aux fêtes solennelles. Cette église a produit plusieurs hommes illustres. Le pape Grégoire y avoué était archidiacre. 2 princes de la maison de Bourbon y ont été chanoines et archidiacres. Le pape Alexandre III s'est réfugié dans cette ville et y est demeuré depuis le 30 septembre 1163 jusqu'en 1165. Saint Thomas de Canterbury y a aussi cherché un asile. Il a laissé au chapitre de Sens un de ses ornements sacerdotaux. On s'en sert le jour de la fête de cet archevêque. L'église métropolitaine de cette ville est sous le vocable de Saint-Étienne. Elle est fort grande et bien éclairée. Le chœur et la nef sont plus larges et ont moins de hauteur que Notre-Dame de Paris. On remarque au maître-autel un retable d'or très riche, orné d'une grande quantité de pierres gravées. Il représente Jésus-Christ entre la Vierge et Saint Jean-Baptiste, les 4 évangélistes, et dans les intervalles, la dispute de Saint-Étienne entre les Juifs et sa mort. Ce morceau a été donné par l'archevêque Sevin, qui a fini le bâtiment de l'église et qui l'a consacré. Il s'y est joué en 999. Ce retable a été travaillé par 2 chanoines de Sens. On a ajouté des chapelles et des bas-côtés plus beaux que ceux que Sevin avoué fait construire. Les 4 colonnes de marbre qui soutiennent le baldaquin de carton qui couronne le sanctuaire sont celles qui étouaient à la place des victoires. Celles qui sont alentour du chœur, revêtues en marbre, sont pareillement à remarquer, de même que les belles grilles, nouvellement posées, entre les intervalles, les stalles neuves, etc. Le milieu du chœur est décoré du mausolée de Monsieur et de Madame la Dauphine. C'est un chef-d'œuvre de Cousteau. Il a pour attribut la religion, les vertus, le temps et la France qui couronne des urnes, etc. On y vouait aussi le tombeau de Jacques-David du Perron, cardinal et grand aumônier. Il est orné de statues. Celui d'Antoine Duprat, cardinal légat et chancelier, dont les bas-reliefs sont fort estimés. Plusieurs autres des derniers archevêques, etc. Celui du marquis de Muy est en face de la porte du chœur. Les chapelles de cette métropole sont superbement décorées. On remarque, surtout, celle de Notre-Dame, de Saint-Pierre, dont l'autel a été consacré par le pape Alexandre III du temps qu'il résidait à Sens, celle de la Magdeleine, dans le Trésor, de Saint-Savinien, où l'on a représenté son massacre, celle de Saint-Nicolas, de Saint-Jean, et celle où Saint-Louis épousa Marguerite de Provence.
Les curieux remarquent encore les orgues et les vitraux peints par Jean Cousin. Le portail donne sur la place Saint-Étienne qui est spacieuse. Il était autrefois surmonté de 2 tours, fort élevées. Il n'en reste plus qu'une depuis que l'autre a été la proie des flammes. La hardiesse d'un compagnon orfèvre qui a éteint le feu lui a procuré le titre de chanoine honoraire de cette cathédrale, celle qui reste renferme la cloche de Saint-Loup, et une sonnerie qui passe pour une des belles du royaume. Le trésor de cette cathédrale est considérable, non seulement par les monuments précieux qu'il renferme, mais encore plus par l'ancienneté et l'authenticité des reliques, que par l'or et l'argent. La plupart des reliques viennent de la Grèce. On y voit, entre autres, un morceau considérable de la vraie croix et un douai de Saint Luc le Jeune. Le chapitre a une bibliothèque qui lui a été donnée par M. Charles-Henri Fesnel, doyen de Sens, en 1725. Elle renferme quelques manuscrits remarquables, plusieurs livres des premières impressions, composés par celui qui a fait ce présent et par son oncle maternel, Charles-Nicolas Tafoireau, mort évêque d'Alette, en Languedoc, en 1708. Ce prélat avouait été doyen de Sens. Les lettres de l'abbé Jacques de Billy, des sermons François, tels qu'ils ont été prononcés par un évêque de Paris vers le temps de Saint Louis, un ancien symbole de la foi chrétienne plus long que tous les autres. On y trouve aussi d'anciennes chroniques, mais un des plus singuliers morceaux de cette bibliothèque est l'original de l'Office des fous, tel qu'il se chantouait autrefois dans l'église de Sens. C'est un in-folio long et étroit, écrit en lettres assez menues et couvert d'ivoire sculpté. On y voit des bacchanales et autres folies grossièrement représentées. On lit, au commencement, une prosée rimée au sujet de l'âne, dont on faisait aussi la fête dans quelques diocèses. Le chant et le refrain ont quelque chose de bizarre. Le reste de l'office est composé de prières de l'Église qui sont confondues les unes dans les autres pour répondre au titre de la fête. On peut dire que cette pièce est unique. Cette bibliothèque est ouverte tous les lundis et jeudis de l'année, depuis 1 heure après-midi jusqu'à 4 en hiver, et jusqu'à 5 en été. Les vacances sont depuis le 1er septembre jusqu'à la Saint-Martin. L'officialité de la métropole est composée d'un official, d'un vice-gérant, d'un promoteur, d'un vice-promoteur, d'un greffier et de 6 procureurs. L'audience se tient le mercredi et le vendredi. Le bailliage de la temporalité de l'archevêché est composé d'un bailli, d'un procureur fiscal et d'un greffier. Les procureurs du bailliage y plaident le jour d'audience et le lundi à 2 heures de relevé. L'officialité du chapitre a un official, un promoteur et un greffier. L'audience se donne le mardi, à 8 heures à l'œuvre. Les officiers du bailliage sont un bailli, un procureur fiscal, un substitut et un greffier. L'audience se tient le mardi au cloître. La chambre ecclésiastique est composée d'un président né, qui est monsieur l'archevêque, du doyen de l'église de Sens, qui préside à l'absence de l'archevêque, des archidiacres, etc. Outre la métropole, Sens renferme 14 paroisses, y compris celles des faubourgs. Les paroisses de la ville sont Sainte-Colombe, dont le curé est à la collation de l'abbé de Sainte-Colombe-les-Sens, Saint-Pierre, à la collation du curé de Versailles, comme abbé de Saint-Rémy-les-Sens, Saint-Hilaire, dont monsieur l'archevêque nomme à la cure, Saint-Romain, qui a le même collateur que Saint-Pierre, Sainte-Croix, en l'église cathédrale, a pour collateur le trésorier de la dite église, Saint-Maximin, prieuré et cure à la nomination du prieur de Saint-Georges, Saint-Maurice, dans le faubourg d'Yonne, situé au couchant de la ville, Saint-Pré, dans le faubourg de même nom et au midi de Sens, le chapitre métropolitain a la collation de ces 2 cures. Saint-Didier, au faubourg de ce nom, situé au nord, il a pour collateur le trésorier de l'église de Sens. Saint-Nicolas, dans le faubourg de ce nom, le prieur et les chanoines réguliers de l'abbaye de Saint-Jean-les-Sens sont les collateurs de la cure. Saint-Carteau, en l'abbaye de Saint-Paul, située au midi, sur la rive droite de l'Yonne, la cure, qui a titre de prieuré,
est à la collation de l'abbé de Saint-Paul. Saint-Symphorien a pour collateur le curé de Versailles. Saint-Savinien, au faubourg de ce nom, est situé au Levant. Les religieux de Saint-Pierre-le-Vif nomment à la cure. La Magdeleine, au faubourg Notre-Dame, au levant de la ville, a pour collateur le prieur du Charnier. Il subsiste, entre messieurs les curés de la ville et des faubourgs de Sens, une confraternité qui porte le titre de 13 prêtres cardinaux. Il y a une ordonnance de monsieur de Chavigny, archevêque de Sens, portant règlement pour l'acquit des fondations de la confrérie des curés de la ville et des faubourgs de Sens, du 4 juin 1727, confirmé par arrêt de la Cour du 12 février 1728. On trouve encore l'abbaye de Saint-Pierre-le-Vif, de l'ordre de Saint-Benoît, congrégation de Saint-Maur. Elle est située au faubourg de Saint-Savinien. L'église, dont le portail donne sur une place plantée d'arbres, n'offre rien que son antiquité. Le chœur, très peu décoré, est couvert en ardoise. Le titre abbatial est éteint et la manse a été affectée à la cure de Versailles. Il y a un bailliage dont les audiences se tiennent à l'abbaye tous les jeudis à 2 heures de relevée. Saint-Jean-les-Sens est situé au levant de la ville. C'est une abbaye de l'ordre de Saint-Augustin, annexée en 1606 à l'archevêché de Sens. Sainte-Colombe-les-Sens, abbaye située au nord et à une petite demi-lieue de la ville, elle est occupée par des bénédictins de la congrégation de Saint-Maur, qui ont un bailliage, dont les audiences se tiennent les mercredis et les vendredis à 2 heures de relevée. Saint-Paul-les-Sens, de l'ordre de Prémontré, situé à un quart de lieue au sud-ouest de la ville, sur la rive droite de l'Yonne, au confluent de celle de la Vanne avec cette rivière. Notre-Dame, cette abbaye de filles, ordre de Saint-Benoît, fut transférée de la Pommeraye, petit endroit situé près de Gisy-les-Nobles, au faubourg Saint-Antoine de Sens en 1659. Communauté religieuse. Les Jacobins, établis en 1229. Les Cordeliers, arrivés dans la même ville en 1231. Les Célestins sont à Sens depuis le commencement du XIVe siècle. Les Capucins furent établis en 1620 et les Pénitentes en 1622. Le couvent des Carmélites fut établi en 1626. Les Annonciades en 1637. Les Ursulines en 1653. Collège, séminaire, hôpitaux. Le collège de Sens doit sa première fondation à Philippe Odouart, chanoine de l'église métropolitaine de Sens, né dans cette ville. Il donna en 1537 à la ville des biens suffisants pour l'entretien d'un principal et de 3 régents. Mais, en exécution de l'édit de Sa Majesté, rendu au mois de février 1763, et lettre patente donnée à Compiègne le 19 juin 1764, on vient d'y établir un bureau d'administration, conformément à l'article 6 de cet édit. Ce bureau est composé d'un président, qui est monsieur l'archevêque, de 6 directeurs et administrateurs, d'un secrétaire et receveur des revenus, etc. Les professeurs sont un d'éloquence et d'humanité, un de 3e et de 4e, un de 5e et de 6e. On reçoit les pensionnaires dans ce collège. Pour donner plus d'émulation à la jeunesse, son éminence monseigneur le cardinal de Luynes, archevêque de Sens, a accordé en 1777 des prix aux écoliers qui se seront distingués dans le courant de l'année. Il y en a pour la rhétorique, la seconde, la 3e, 4e, 5e et 6e. Collège des Grassins, rue des Amandiers, à Paris. Monseigneur l'archevêque a le droit d'y nommer 6 grands boursiers, étudiants en théologie, et 12 petits qui suivent les humanités et la philosophie. Ces bourses sont distribuées pour le soulagement des étudiants de la ville de Sens. Les comptes se rendent devant monsieur l'archevêque de Sens, supérieur né de ce collège, et le procureur du roi au bailliage de Sens. Le grand séminaire fut fondé par monsieur Gondrin, et monsieur de Montpezat y fit venir en 1676 des prêtres de la mission de Saint-Lazare pour le gouverner. Le petit séminaire fut établi en 1747 par monsieur Languet,
Les lettres patentes de cette fondation furent vérifiées au Parlement en 1748. Il consiste en 2 maisons, l'une à Sens et l'autre à Chaulnes-Membry, près Rosouet. L'Hôtel-Dieu, composé de 3 salles garnies chacune de 40 lits, la chapelle est desservie par un chapelain résident. Il y a 8 gouverneurs, dont 3 ecclésiastiques du corps du chapitre, 3 laïcs nommés par la ville, un administrateur comptable choisi par le chapitre, et un secrétaire. Le bureau se tient tous les mois à l'Hôtel-Dieu. L'hôpital général a pour protecteur et conservateur le rouet, et pour directeur né l'archevêque de Sens, le lieutenant général et le procureur du rouet, 7 directeurs amovibles qui sont un chanoine du chapitre, un curé de la ville, un maire, un ancien prévôt, un président de l'élection, un élu, un receveur, un économe et un secrétaire. Cet hôpital fut fondé en 1713 pour les pauvres des 2 sexes qui ne peuvent plus subsister de leurs biens ni de leur travail, et qui sont nés dans la ville, faubourg et environ de Sens, et qui y demeurent depuis 5 ans afin d'y apprendre un métier ou vaquer au travail dont ils sont trouvés capables. Cet hôpital a droué de toutes sortes de manufactures. Les compagnons qui y ont travaillé 5 ans et appris leur métier aux enfants y acquièrent le droit de maîtrise. Les Orphelines, ce 3e hôpital, fut fondé par mademoiselle Cécile Guillaume de Marsangy et le sieur Bellossier, bourgeois de Paris, qui obtinrent des lettres patentes au mois de juillet 1760. Monsieur l'archevêque de Sens en est le premier directeur. Il a sous lui 2 administrateurs du chapitre et 4 laïcs, dont un est administrateur comptable. Il y a de plus 2 supérieurs qui ont le titre de dames. État civil de la ville de Sens. Bailliage et présidial. Le bailliage et présidial de Sens fut établi dans le XIe siècle. Il est composé d'un bailli, d'un président, d'un lieutenant général, du lieutenant criminel, d'un lieutenant particulier, civil et criminel, de 15 conseillers, de 2 avocats et d'un procureur du rouet, avec son substitut, d'un greffier civil et criminel, d'un greffier des experts, d'un receveur des consignations et commissaire aux saisies réelles, d'un receveur des amendes du bailliage et du présidial, etc. L'audience du présidial se tient le lundi ou le mardi si le lundi est fête, celle du bailliage le jeudi, celle du criminel les mardis et vendredis, et celle du bailliage souverain le mercredi, toutes à 9 heures du matin. Les officiers de la chancellerie près le présidial sont un conseiller, garde des sceaux, un conseiller chauffe-cire, un conseiller greffier, un conservateur des minutes et un receveur des droits du sceau. La chancellerie, près le bailliage, pour les hypothèques et les lettres de ratification, a pour officier un garde des sceaux, un conservateur des hypothèques, un greffier, expéditionnaire, dépositaire des minutes, un chauffe-cire, etc. Le sceau, pour les lettres de ratification, se tient le mardi, de quinzaine en quinzaine, à commencer du mercredi 7 janvier 1778. S'il est férié, il est remis au lendemain. Le bailliage et le présidial renferment 236, tant villes, bourgs que villages, dont une partie est dans le Sénonoué, dans le Catinoé, dans la Champagne et dans le Tonnerroé. Hôtel de ville. Les officiers municipaux, créés par édit du mois de novembre 1771, sont un maire, 4 échevins, un receveur syndic commis pour le rouet, un secrétaire greffier en titre, 5 officiers de police, un procureur, un greffier, 3 commissaires, etc. L'audience se tient les lundis à 2 heures de relevé. Les procureurs au bailliage y plaident. Le département de la maréchaussée de Sens comprend les brigades de Sens, de Joigny, de Courtenay, de Villeneuve-l'Archevêque, de Villiers-Saint-Benoît et les sous-brigades de Pont-sur-Yonne et de Cherrouet. La maîtrise particulière des eaux et forêts a pour officier un maître particulier, un lieutenant, un procureur du rouet, un garde-marteau, un greffier en chef, un receveur des amendes, un garde général et collecteur des amendes, un arpenteur, un sergent à garde, etc. L'élection,
qui fait partie de la généralité de Paris, renferme 92, tant bourg que village. Elle a l'élection de Joigny au midi, et celle de Saint-Florentin au sud-est, celle de Province et de Nogent au nord et nord-est, la généralité de Châlons au levant, et l'élection de Nemours au couchant. Elle est arrosée par la rivière d'Yonne, qui la traverse du sud au nord, et par la Vanne, qui la partage en deux parties, en coulant du levant au couchant. La petite rivière d'Oreuse ne contribue pas peu à fertiliser son terroir, qui produit plus de seigle que de froment. Ses vins sont assez estimés et les fourrages très bons. Les officiers de cette élection sont un président, un lieutenant, 5 conseillers, un procureur du rouet, un substitut, un greffier en chef, etc. L'audience se tient au bureau de l'élection le vendredi à 10 heures du matin. Le grenier à sel s'étend sur 90 paroisses, parmi lesquelles il se trouve 27 endroits où il y a des regrets. Les officiers sont un président, un grenetier, un contrôleur, un procureur du rouet, un substitut, un greffier en chef, un receveur et 2 gardes sédentaires. L'audience se tient le mercredi à 3 heures de relevé. La distribution du sel se fait rue de la Synagogue, les mercredis et samedis à 1 heure de relevé. La recette se fait les mêmes jours à 9 heures du matin jusqu'à midi, rue de l'Écrivain. La juridiction consulaire, cette juridiction fut créée et érigée à Sens par édit de Charles IX au mois d'avril 1564, pour faciliter le commerce de cette ville et de la province et empêcher les contestations qui ne peuvent que l'altérer. Le tribunal est composé d'un juge, d'un premier et second consul, d'un procureur syndic, d'un greffier, etc. L'élection des juges et consuls se fait tous les ans le jour de la mi-carême. Les jours d'audience sont le mardi et le jeudi, à 2 heures de relevé, à l'hôtel de ville. La subdélégation a un subdélégué, un substitut de monsieur le procureur du rouet de la ville de Paris, un greffier, etc. La ville de Sens est divisée en 6 quartiers, à savoir le quartier Rond, le quartier d'Yonne, le quartier de Saint-Hilaire, le quartier Donjon, le quartier Saint-Benoît et le quartier de l'Isle. Chacun de ces quartiers forme une compagnie de milices bourgeoises. L'état-major a pour colonel messieurs les maires et échevins, un major, un aide-major et sous-aide-major. Chaque compagnie a un capitaine, un lieutenant en second et un sous-lieutenant. Établissements utiles. Par arrêt du Conseil du 24 décembre 1743, a été établie à l'hôpital général de cette ville une manufacture de bas de soie et de coton. Il y fut établi en 1760, par arrêt du Conseil du 13 juillet, une manufacture royale de velours sur coton et de filature à l'angloise et de toile d'orange. L'on y fabrique des velours pleins, des velours cannelés, des draps, des molletons et des couvertures de coton. Il s'y fait aussi des futaines, des bassins et des toiles de coton, à l'instar de celles de Troyes. Les velours noirs, dont ils ont perfectionné le teint, égalent pour la beauté le velours de souhait. La manufacture royale de velours d'Utrecht a été transférée de l'hôpital général et il a été accordé par arrêt du Conseil du 10 juin 1759 au sieur Mainbournel, ses wairs ou ayant cause contre maîtres et principaux ouvriers l'exemption de tirer à la milice des tailles, de logements, de gens de guerre et de toute autre charge publique. La blanchisserie royale est très renommée, on y blanchit toutes sortes de toiles, et dans tous les degrés de blancheur prescrits, elle est ainsi que la manufacture de velours, située hors de la ville, sur un bras de la Vanne, et dépend de la même entreprise. L'eau de cette rivière, qui ne gèle jamais, serait très bonne pour les papeteries, tanneries, chamoiseries, etc. Il y a aussi, à Sens, des moulins à ratiner les étoffes, des blanchisseries de cire et une fabrique de bougies. En 1761, on a établi dans cette ville une société royale d'agriculture. Elle est composée des 4 bureaux établis à Meaux, Beauvais, Sens et Paris. Le bureau propose chaque année des prix d'agriculture qui consistent en une médaille d'or ou d'argent qui porte d'un côté les armes de la ville de Sens avec cette légende « Société royale, bureau de Sens » et de l'autre les attributs d'agriculture. Les potiers d'étain font beaucoup d'horloges d'eau.
C'est un bénédictin de Saint-Pierre-le-Vif qui en montra le mécanisme sur la fin du dernier siècle. Ils en envoyaient partout le royaume et jusque dans nos colonies. Il se fait en outre à Sens un commerce considérable de draperie, d'épicerie, de droguerie, de quincaillerie, de fer, de vin, de blé, de seigle, avoine, vaches, fourrage, thym, bouée, laine, chanvre, chevaux et autres bestiaux. La tannerie fait encore une branche du commerce de Sens. Les cuirs qui s'y apprêtent se débitent dans la province et à Paris. La mégisserie y est en bonne réputation. La pépinière, cette pépinière établie près de la ville, fournit tous les ans des arbres, arbrisseaux et arbustes étrangers et régnicoles qui s'élèvent en pleine terre, arbres fruitiers, arbres d'alignement, peupliers, etc. On entre dans la ville de Sens par les portes Saint-Didier, Saint-Antoine, de Notre-Dame, de Saint-Pré, de Saint-Savinien et celui de Saint-Nicolas. Les belles promenades de la ville sont le Mail planté de beaux marronniers, l'esplanade où se trouve un beau jeu de batouère, une belle fontaine avec une buanderie, les boulevards qui sont superbes et le clos du Rouet. On remarque encore l'aqueduc qui conduit l'eau dans les rues de la ville, lorsque l'on le juge nécessaire pour les nettoyer. Les principales auberges de Sens sont la Poste, l'Écu, le Dauphin et le Comte de Roussy, faubourg Saint-Pré. Le Faisan, faubourg Notre-Dame, le Mulet, faubourg Saint-Didier, la Tour d'Argent, Isle-d'Yonne. Le marché se tient sur la place du samedi, le mercredi, le vendredi et le samedi de chaque semaine. Une foire le 12 mars, un gros marché le 1er mai, un autre le 29 juin, le 1er et le 21 septembre, le 28 octobre, le 11 et le 30 novembre. Tous les lundis, il se tient au Clos du Rouet, vis-à-vis les Capucins, faubourg Saint-Didier, un marché de chevaux considérable et de bestiaux. Poids et mesures. Le bichet de froment à Sens pèse 36 livres. Il en faut 20 pour faire 3 septiers de Paris. Le bichet d'avoine pèse 23 livres, et celui de Vesse 45 livres. Le muid de vin est composé de 2 fillettes qui contiennent ensemble 300 pintes. La pinte tient un verre de moins que la pinte de Paris. L'aune est la même que celle de Paris et de Lyon. Elle a 3 pieds, 7 pouces, 10 lignes, 5 sixièmes. Sens a produit plusieurs grands hommes de lettres. Les plus connus sont le jurisconsulte Loiseau, Monsieur Leblanc, secrétaire d'État de la guerre, le célèbre Jacques Almin, docteur de Sorbonne et professeur de théologie au collège de Navarre, mort en 1515, Pierre Crespa, savant célestin, mort en 1594, etc. Il s'est tenu plusieurs conciles à Sens. Le plus célèbre est celui de 1140. Le roi Louis le Jeune s'y trouva. Saint Bernard y convaincut Pierre Abélard, qui en appela à Rome. Messagerie royale. Le coche de Sens part de cette ville pour Paris, le jeudi à 6 heures du matin, depuis le jeudi de la Semaine Sainte jusqu'à la Toussaint, et à 8 heures du matin, depuis la Toussaint jusqu'à la Semaine Sainte. Il arrive à Paris le vendredi, et il en part le lundi, et arrive à Sens le mardi au soir. Les places en descendant sont de 3 livres 9 sols, et en montant de 5 livres 3 sols. Les ballots se payent à raison de 4 livres, 11 sols, 8 deniers, du sang pesant. On déduit 10 livres pesant aux voyageurs. La diligence de Lyon arrive à Sens de 2 jours l'un, en été à 5 heures du matin, en hiver à 7. La diligence de Paris à Dijon, partenaire, vient coucher le vendredi à Sens, repart le lendemain, va coucher à Ézy, et le lendemain à Dijon. Il part de Dijon le lundi à 3 heures du matin, un carrosse qui vient coucher à Sens le mardi, d'où il part le mercredi pour se rendre le même jour à Paris. Les carrioles royales pour Joigny, Auxerre, Montereau et tous les environs se trouvent au faubourg Saint-Pré. Elles partent à toute heure, à raison de 10 sols par lieues. Le coche d'Auxerre, en descendant, passe à Sens le lundi et le jeudi de chaque semaine, au soir en été, et le mardi et le vendredi matin, en hiver, passe en remontant le jeudi et dimanche matin. Il y a encore à Sens plusieurs messageries pour les villes des environs. Celle de Bray arrive à Sens tous les dimanches, mercredis et vendredis. Briennon, toutes les semaines. Cerisier, le vendredi.
Chapignelles et Charny les lundis et vendredis, Cherouet le lundi, Courlon les lundis et vendredis, Courtenay les mercredis et samedis, Joigny le jeudi au soir et repart le vendredi, Montargis tous les mercredis et samedis, Provins tous les dimanches, mercredis et samedis, Rigny-le-Feron les lundis et jeudis, Saint-Julien-du-Sault les lundis, mercredis et samedis, Cergines les lundis, mercredis et samedis, Troé les mercredis, Villeneuve-l'Archevêque les lundis et jeudis, Villeneuve-le-Rouet les mercredis et samedis. Le courrier part de Paris pour Sens tous les jours à 2 heures et repart les mercredis, vendredis et dimanches à midi. Suite de la route. Sortant de la ville de Sens par la porte de Joigny, on remarque une jolie promenade à droite, après laquelle il y a un abreuvoir et un bras de la rivière de Vannes, sur lequel il y a beaucoup de tanneurs. Le pont passé, on entre dans le faubourg Saint-Pré en remarquant l'église à gauche. Traversant ce faubourg, qui est long, on passe devant la poste aux chevaux, le dauphin et le comte de Roussy, grosses auberges. Quittant les dernières maisons, on côtoie un ruisseau à gauche, des jardins, et une si grande quantité d'arbres parmi les prés qu'on croirait voir un bouet de hautes futaies que l'on traverse. La route est pavée de puissance. Après avoir passé sur un pont où coule un bras de la Vanne, la route incline sur la gauche en remarquant un cimetière du même côté, après lequel on passe sur une arche. L'arche passée, la route est bordée d'un fossé de chaque côté. Après avoir passé sur 2 ponts, on trouve un troisième, plus considérable, bâti sur le maître bras de la Vanne. Petite rivière qui prend sa source à 11 lieues au levant de Sens. Au village de Fontvannes, sur le chemin de Sens à Troé. Dirigeant ses eaux au couchant, elle traverse, au bout d'une lieue, le parc du beau château de Saint-Liébaud, où elle se grossit du ruisseau de Pétrot, qui descend du nord, et de celui de l'Ancre, qui vient du midi. Après Saint-Liébaud, elle passe à Neuville, traverse la prairie de Villemot, petit bourg avec une abbaye, passe au midi de Villeneuve-l'Archevêque. Se dirigeant du Levant au sud-ouest, elle passe à Foissy, à Chigui, au Massay, après lesquels elle partage ses eaux en plusieurs brais, dont un fournit de l'eau dans toutes les rues de la ville de Sens, et d'autres arrosent la prairie, les jardins, la pépinière, etc. Elle se jette dans l'Yonne à 6 à 700 toises à droite du pont. Les ponts passés, on quitte les marais et les arbres en remarquant la 59e borne militaire, le chemin et la ferme de Saint-Pierre à gauche, auprès de laquelle il y a le Boteau, où se trouve un moulin à temps qui a été brûlé en 1774 et en avril 1779. Regardant à droite, la vue se porte sur un coteau de pente rapide qui rend difficile l'entrée du Gâtinouais. La route d'Orléans est au-dessus, et le village de Paron est au bas, à l'entrée d'un vallon qui descend de Subligny. Montant une pente douce et longue, on remarque la route qui est droite, belle et très élevée. Une jolie plaine à gauche où coule la Vanne, sur laquelle se trouve le village de Malais-le-Vicomte, qui renferme une prévôté royale, 1 lieue. Un peu plus loin, on voit des vignes le long de la côte et le village de Maillot, à 1/2 de lieue à gauche. Quelques toises plus loin, on trouve l'avenue qui conduit à la ferme de Chambertrand, à droite, en remarquant, au-delà, le village de Gron et celui de Colomiers, 1/2 lieue plus loin. Tous les deux, de l'autre côté de la rivière d'Yonne, dans la gorge. La 60e borne passée, on arrive au haut. On voit, à droite, une isle, au milieu de la rivière, et un port, en côtoyant la montagne couverte de vignes qui s'élève à gauche. Descendant une pente rapide, au bas de laquelle coule la rivière, on laisse le numéro 61, à gauche duquel la route qui est mi-côte se dirige du midi au sud-ouest. Le chemin du village de Rosouet, que l'on voit, est à gauche, et à droite, on aperçoit, au-delà et sur le bord de l'Yonne, la ferme de Nanges. Les Épenards sont plus loin, sur la hauteur. Arrivés à la Maison Blanche.
c'est une forte auberge à droite, et un cabaret à gauche, qui est peu de choses. Quittant la Maison Blanche, on admire la route bien plantée de noyers et de peupliers qui traverse en ligne directe une plaine fertile d'environ une grande lieue et demie. Traversant cette plaine agréable, le coup d'œil se porte sur un charmant coteau de vigne couronné de bouets qui borne l'horizon à droite, en remarquant du même côté, sur la rive gauche de la rivière, le village d'Étigny et plus loin, les Épenards sur la côte. La 62e borne militaire passée, on trouve une croix plantée à l'angle d'une belle avenue qui conduit au gros village de Véron, que l'on voit à 4 ou 500 toises à gauche. À droite, on aperçoit, vis-à-vis, l'église seule du village d'Étigny, avec le hameau de Sérilly à sa gauche, sur la hauteur, parmi les arbres. Le chapitre de Sens nomme la cure de Véron comme seigneur. Quittant l'avenue, on admire les deux coteaux qui bornent la vue, couverts de vignes. Arrivé vis-à-vis le chemin de Passy, village à gauche, on y remarque le beau château de monsieur Maigret d'Étigny. Il est accompagné d'un joli parc, au-dessus duquel il y a un bois bien percé qui couvre la côte. Les maisons du village sont à sa droite, au bas d'un petit bouet, et au pied du coteau. Un peu plus loin, on trouve, après avoir passé devant la 63e borne et un fossé bordé de haies qui va aboutir à une remise, une seconde belle avenue de Passy bien plantée entre deux fossés, avec une remise et des plantations de cerisiers d'un côté. Montant une pente douce, on remarque à droite le village de Marsangy avec son château, parmi les prés, au-delà de la rivière, sur laquelle il y a un port où l'on embarque le charbon qui descend à Paris. Entre et au bas de jolis coteaux couverts de vignes qui ont leur pente au levant, le fief de la Motte et la commanderie de Roussemont sont plus loin, dans le même vallon. Et Grisel est au-dessus. À mi-côte, on aperçoit, à la droite de la route, la flèche de Chaumont, sur la hauteur, à l'horizon. Son château est dans la gorge. Bussy-le-Repos est derrière le Bouet. Étant au haut, on laisse le chemin de Passy à gauche et des vignes le long de la côte. Il y a une justice à droite, au-dessus de laquelle on découvre la commanderie de Roussemont, et plus loin, le clocher des Griselles-le-Bocage, village sur la route de Sens à Courtenay. En se retournant, on voit toute la plaine où coule la rivière d'Yonne et la ville de Sens. Tournant alentour, de l'extrémité d'un coteau d'une pente rapide, la route se dirige du sud-ouest au sud-est, et ensuite au sud. Descendant la côte, le village de Rousson se présente à une demi-lieue à droite, au-delà de la rivière et de la plaine avec le château de Bourrienne, et plus loin, à leur droite, les clochers des Griselles et de Cornan. Traversant la tranchée, qu'on a ouverte pour adoucir la pente, on côtoie des vignes à gauche et on remarque des broussailles à droite, dans le bas, au bord de la rivière. Arrivé au bas, les vignes cessent à gauche, le long de la côte, qui est stérile et d'une pente très escarpée. On est au levant de Rousson, village dont on voit la maison des garnisons à sa gauche. Arrivé au numéro 64, on voit, à droite, à 50 toises, et à gauche des côtes de vigne. À la droite de Villeneuve-le-Rouet, on aperçoit le clocher de Villefolle, sur le bord occidental de l'Yonne, au pied d'une belle côte couverte de vignes. Après avoir passé sur une arche, où coule un petit ruisseau qui vient d'une fontaine à gauche, on monte une petite pente en remarquant, étant au haut, une belle côte à gauche couverte de vignes, et à la gauche de Villeneuve, l'église de Saint-Martin, à l'extrémité d'une montagne. Quittant les vignes, à gauche, on descend une pente douce, au bas de laquelle il y a des prés remplis de saules et un chemin à gauche qui va à Vaux. Traversant une prairie, on passe sur 3 ou 4 arches, après lesquelles on trouve un pont où coule le ruisseau qui fait tourner des moulins à gauche et à droite, que l'on voit, les eaux de ce petit ruisseau,
prennent leur source à Dimont, petit bourg situé à 2 lieues au levant de Villeneuve. Un peu plus loin, on passe sur une autre arche bâtie sur un petit bras du ruisseau qui fait tourner un moulin à droite. Plus loin, on trouve 2 autres arches après lesquelles on arrive à Saint-Nicolas. Ce petit endroit, qui sert comme de faubourg à Villeneuve, a pour annexe le village de Vaux-Profonde, éloigné d'une bonne lieue au sud-est. On passe ensuite devant l'église à gauche, après laquelle il y a un chemin. Le chapitre de Sens nomme à la cure. À l'angle de ce chemin, on trouve la 65e borne militaire, de laquelle on voit la rivière d'Yonne à droite, après les maisons. On passe sur un pont en remarquant des boulevards bien plantés de plusieurs rangées d'arbres et les fossés remplis de peupliers. Entrée dans Villeneuve-le-Rouet par la porte de Sens. Villeneuve-le-Rouet est une ville dans le Sénonoué, au gouvernement général de Champagne, diocèse et élection de Sens, parlement et intendance de Paris, le siège d'un bailliage particulier qui ne va à Sens qu'en cas de l'édit des présidiaux et est-ce autre cas au Parlement. Il renferme 10 paroisses, parmi lesquelles se trouve la ville de Chablis et le bourg de Seignelay. Villeneuve-le-Rouet est située sur le bord oriental de la rivière d'Yonne, que l'on passe sur un pont et sur la grande route de Paris à Lyon, à 3 lieues au midi de Sens, à 4 au nord-ouest de Joigny, à 4,5 au levant de Courtenay, etc. L'église paroissiale est dédiée à Notre-Dame. Elle a pour collateur le chapitre de Sens. Le prince Xavier est seigneur engagiste de la ville et dépendance. Outre cette église, il y a un hôpital et de belles casernes à la place d'un couvent de filles qu'on y voyait autrefois. Le commerce principal de Villeneuve consiste en vin et en cuir qu'on y tanne. La fabrique de messieurs Hiver, père et fils, est considérable et très renommée. Il y a un bureau de la poste aux chevaux et un aux lettres, 2 gras de sel, du grenier de Sens, plusieurs fortes auberges, entre autres celle du Chapeau Rouge, où dîne la diligence de Lyon en hiver, etc. Le prix des places dans la diligence de Lyon, de Villeneuve à Paris, sont de 30 livres. Le marché se tient le lundi, le mercredi et le vendredi pour le blé. Une foire le 22 janvier, une autre le vendredi saint, une le 3 août, jour de Saint-Étienne, et une le 9 octobre, jour de Saint-Denis. Sortant de Villeneuve-le-Rouet, on passe sous la porte de Joigny, après laquelle sont les fossés remplis de peupliers et les boulevards bien plantés qui font le tour de la ville. Après avoir passé sur une arche, on passe sur un pont où coulent les eaux d'un petit ruisseau qui descend de Vaux-Profonde, en côtoyant les maisons d'un espèce de faubourg où sont quelques auberges. Après les maisons à gauche, il y a une belle plantation qui procure l'été une ombre très agréable. Traversant une petite plaine, la vue se porte à gauche et à droite sur des coteaux de vignes qui, par leur variété, ne laissent aucun ennui dans l'esprit du voyageur. Arrivé à Saint-Savinien-les-Égriselles, c'est où était autrefois une paroisse d'où dépendaient plusieurs hameaux qui sont sur la côte qui la domine au levant. Cette église est abandonnée. Elle est seule, entre des arbres, parmi lesquels on remarque, par leur grosseur, les 3 ormes qui sont devant le portail, qui est placé en face de la route, le chœur est tourné au couchant. L'église passée, on laisse à gauche le chemin qui conduit au hameau de Baudemont, situé sur la côte de Vignes, à Richemont et à Palteau, château avec un parc à monsieur de Fort-Manoir. Cet endroit est un des plus élevés des environs. On découvre au-dessus, à la gauche de Bussy-le-Repos, Saint-Phal, château auprès de Courtenay, 6 lieues au couchant. Au nord-est, Saint-Valérien, à pareille distance, sur la route de Sens à Orléans. Et sur la branche qui verse les eaux dans le loin, au midi,
les environs de la Ferté-Loutière, la forêt d'Hôtes et Taux-le-Vent, etc. Après avoir laissé une cruée de pierre à gauche, on côtoie des vignes en remarquant la plaine à droite, qui est resserrée de moitié de puissance par des coteaux de pente rapide remplis de vignes et couronnés de bouets. La route est plantée de noyers. Descendant une pente douce, on passe devant la 66e borne militaire. De là, on voit le petit port, château au-delà de la rivière. À droite, on embarque du bouet à cet endroit pour Paris. Il y a une ferme au-dessus. Prenant à gauche, la route se dirige du sud au sud-est. On remarque une belle gorge à gauche couverte de vignes. On aperçoit, au haut et à la naissance, les arbres de Richemont. Regardant à droite, on aperçoit la rivière à 50 à 60 toises, et au-delà, la nouvelle baraque au pied de la côte couronnée de bouets. Prenant toujours à gauche, en côtoyant une côte de pente très rapide et stérile, on aperçoit en face l'église d'Armaux, seule à l'extrémité d'une montagne, et plus loin, à sa droite, le clocher de Villevallier et Saint-Julien. À droite, on voit la maladrerie, grosse ferme, et au-dessus, le long du coteau de vigne et de bouet, le hameau de Charmouet. Arrivé au numéro 67, côtoyant la rivière qui touche la route, on arrive aux vignes à gauche et aux ormes qui bordent la route, qui se dirigent du sud-est au sud, à la droite de la rivière. La vue se porte sur la chapelle de Saint-Julien-du-Sault, qui fait pendant à l'église d'Armaux pour être élevée. Il y a une isle fort grande à droite, au milieu de l'Yonne. Prenant un peu sur la gauche, on remarque une gorge remplie d'arbres et de vignes à gauche, et plus loin, la forêt d'Hôtes. Arrivés à Armaux. Armaux est un gros vignoble, d'où dépendent plusieurs écarts qui sont aux environs, du côté du Levant. Le bouquet de maisons qui est à gauche, le long de la côte, sont celles de Panon. Palteau est au-dessus, à sa gauche. Les habitants de ce village, qui est du diocèse et du bailliage de Sens, sont occupés aux vignes à charger les bateaux de charbon pour envoyer à Paris ou à travailler dans la forêt d'Hôtes, etc. La cure est à la collation de l'archevêque de Sens et la seigneurie appartient à monsieur Chaudot. Passant à l'extrémité de ce village, on voit un clos bordé d'arbres à droite et des maisons à gauche avec un charmant coteau de vignes. Après avoir passé sur une arche, on remarque un vallon à gauche. Il prend naissance à la ferme du Cul de Loup, située au milieu de la forêt d'Hôtes, à 3/4 de lieue au nord de Juigny. Après l'arche, on tourne à droite avant de passer devant un calvaire et auprès d'un puits, il y a une rue à gauche et une à droite qui va à la rivière. Sortant du village, on remarque la souche, auberge à droite, et la maison du curé à gauche. Au pied de la côte, qui est rapide, sur laquelle on voit l'église avec une croix ou calvaire à sa gauche, et un tertre à sa droite, où étouait autrefois un moulin à vent. Le coup d'œil y est unique. La 68e borne militaire passée, on suit un coteau de vigne en remarquant la plaine toute couverte de noyers des deux côtés de la route. On aperçoit en face la pointe du clocher de Villevallier et à sa droite l'église de Saint-Julien-du-Sault qui est considérable. Tournant toujours à droite, on voit un ravin à gauche qui descend du commencement de la forêt d'Hôtes. Arrivé au numéro 69, on se trouve vis-à-vis et au levant de Saint-Julien-du-Sault. C'est un gros bourg du Sénonoué, diocèse, bailliage et présidial de Sens, élection de Joigny, parlement et intendance de Paris, etc. Il est situé sur un petit ruisseau dont les eaux qui s'y roulent viennent des étangs de Cudeau, village et prieuré, 3 lieues au couchant d'hiver sur la branche qui sépare les eaux de la Yonne de celles du Loing. Saint-Julien renferme une église collégiale et une paroisse dédiée à Saint-Pierre. La cure est à la collation du chapitre du lieu, et la seigneurie appartient au chapitre métropolitain. Le marché s'y tient le dimanche pour le blé, une foire la dernière fête de Pentecôte, une le 25 août,
et une le 19 octobre, jour de Saint-Savinien. Toutes les trouées sont en bestiaux. Le commerce consiste en ces vins, qu'on récolte des vignes qui couvrent ces coteaux, en bouée, charbon, etc. La chapelle que l'on vouait à l'extrémité d'une côte stérile, à la gauche et au midi de Saint-Julien-du-Sault, c'est l'ancienne paroisse du bourg qui est abandonnée. Arrivés à Villevallier. Ce village est un vignoble assez considérable, situé le long d'un coteau qui a sa pente au couchant, et sur la rive droite de l'Yonne, où il y a un petit port en face où le ruisseau de Saint-Julien vient se perdre dans cette rivière. Ce coteau est couvert de vignes et couronné des bouets de la forêt d'Hôte. La cure de cet endroit est à la collation de l'archevêque de Sens, son métropolitain. Villevallier a un bureau de la poste aux chevaux et un relais de la diligence de Lyon. Traversant le village de Villevallier, la première maison à droite, c'est l'Espérance, grosse auberge. Un peu plus loin, on passe devant la poste, placée au milieu du village. En montant une pente douce et en tournant à droite, il y a une rue à gauche qui va à la paroisse. Quelques touaises après le village, on trouve la 70e borne militaire, après laquelle on tourne à gauche, en remarquant une plaine et la rivière avec des prés et des arbres qui par leur variété donnent un coup d'œil agréable. Traversant des vignes et étant au haut, on aperçoit, à droite, le port et, au-delà, sur la côte, le hameau de Vauguilin, à la gauche de la chapelle de Saint-Julien. Descendant une pente douce, on tourne à gauche. La route qui est le long de la côte est élevée au-dessus des noyers à droite. Étant au bas, on aperçoit, à gauche, sur la côte, le château du Feilly, dont la situation avantageuse lui laisse découvrir au couchant une grande partie du Gâtinoué. La rivière d'Yonne, qui est au bas de la montagne, où il est situé, et qui coule du midi au nord, lui fait une perspective qui est unique. Les variétés qu'on y découvre surprennent la vue. Au midi, au couchant et au nord, le château appartient à Madame de Chamousset, dame de Villescien, etc.